Salut Alex, Salut Steve. comment ça va? Bien et toi? Ouais, ça va super. J'ai la chance de te voir aujourd'hui. Merci beaucoup de participer à notre podcast. Ça nous fait super plaisir de t'avoir. Pareil, c'est un plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour que les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent sachent un petit peu qui tu es? Alors, moi, c'est Alex. Je suis parisienne. Et ça me fait plaisir de l'être. Je sais que c'est pas pareil pour tout le monde. J'ai 40 ans et je suis maman de 2 petites filles de 3 ans. Voilà. Ok, super. Alors, on est là pour que tu nous parles un petit peu de ton parcours professionnel, pour essayer de comprendre un petit peu les choix que tu as eu à faire dans cette vie professionnelle. Évidemment, tu es là aussi parce que il y aura probablement eu un avant et un après 2023. Donc, est-ce que tu peux nous raconter déjà ce qui s'est passé sur les premières années de ton parcours professionnel? Alors, moi, j'ai fait des études de droit parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'avais un peu conscience de ce que c'était que les métiers d'avocat, de juge, etc. Même si j'ai très vite fait le choix de ne pas aller dans cette direction. Et puis, j'avais des parents qui voulaient que je fasse des études. Donc, voilà, À l'ancienne. à l'ancienne, exactement. On en revient de ce système. On en revient bien. Et du coup, j'ai fait mes études de droit. Je me suis spécialisée en droit du travail et plus particulièrement dans les relations sociales. Donc, Ok. c'est tout ce qui est réunion avec les représentants du personnel. Et voilà, j'ai tout de suite après mes études, j'ai fait une dernière année en alternance qui a son importance parce que j'en avais vraiment marre d'être à la fac. Et voilà, après j'ai travaillé pendant 16 ans dans ce domaine, Ok. donc 14 dans la même entreprise. Et les 4 dernières années, j'étais responsable du service relations sociales. Donc pour que les auditeurs sachent, donc tu es quelqu'un qui a bossé pendant près de 14 ans chez Picard. Exactement. Dans une grosse structure. C'est ça, grosse structure, plus de 5000 collaborateurs, donc distribution alimentaire de surgelés. Et dans mon travail, ça représente plusieurs instances représentatives du personnel. Donc, il y avait une partie conseil en droit du travail pour les opérationnels et il y avait une partie gestion des instances et négociation aussi Ok. d'accords d'entreprise. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que sans préjuger trop vite de ce qu'était à ce moment-là ta vie, 14 ans d'une vie professionnelle dans une même boîte, récente maman puisque tes filles ont 3 ans, il n'y a rien dans ce parcours-là qui laissait penser que tu allais faire le choix de la reconversion parce qu'on a presque tendance à penser que on est dans une zone dans une zone dans laquelle on n'a pas trop envie de sortir parce qu'on a envie d'être plutôt stable à la fois dans sa vie pro et dans sa vie perso. Et toi, t'es venu un peu tout péter et tu as fait le choix de la reconversion professionnelle. Explique-nous un petit peu comment tu as vécu ça. Alors, complètement. Tu as complètement raison. Il y avait une véritable zone de confort. Clairement, j'étais dans une situation dont je n'imaginais pas sortir, entre guillemets. Moi, ça faisait des années qu'on me disait, bon, Alex, tu devrais changer de boîte, voir un peu ce qui se passe ailleurs, etc. Chez Picard, il y avait un vrai projet. Moi, les choses, elles ont évolué dans le temps. On m'a nourrie. Donc, j'avais pas spécialement envie de partir. Quand je suis passée manager, ensuite, il a fallu faire monter l'équipe en compétences. Donc, c'était un vrai challenge. Je travaillais dans l'équipe, en tout cas, avec des personnes que j'appréciais voir tous les matins, que j'aimais faire monter en compétences. Donc, il y avait de vrais échanges et ça donnait envie de continuer. Mais j'arrivais quand même au bout de quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment, eux-mêmes étaient bien dans leur poste. Moi, j'arrivais au bout de quelque chose. Les filles, elles avaient 2 ans. C'était le bon moment, en tout cas, de passer à autre chose. Donc, on s'est mis d'accord avec ma boss pour que ce soit fait en bonne intelligence, au bon moment, parce qu'il y avait des projets, donc il fallait que ça soit au bon moment. Et donc, j'ai arrêté de travailler en fin septembre 2022. Et je me suis imposé une pause, parce que je n'avais jamais fait de pause, même pendant mon congé mat. Donc, je me suis imposé une pause de 6 mois. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est juste de ne pas chercher du travail, de ne pas travailler, de ne pas chercher du travail, penser à soi, penser à sa famille. Moi, je me suis impliquée dans le milieu associatif, donc ça m'a vraiment permis de switcher. Alors qu'avant, cette vie professionnelle, c'était toute ma vie.
et quand je me suis remise à regarder des annonces, parce que les 6 mois étaient passés et que je savais qu'il fallait Parce que que je reprenne. tu t'étais imposé 6 mois Oui. nécessairement. Tu savais qu'au bout de 6 mois, tu devais reprendre quelque chose. En fait, je savais surtout que si je m'imposais pas ces 6 mois, au bout de 3 mois, j'y retournais. Et D'accord. donc, que cette période-là, des périodes où on arrête totalement une vie professionnelle, il n'y en a pas souvent. Quand en plus c'est choisi et que c'est fait dans de bonnes conditions, il y en a encore moins. Donc là, j'avais cette chance-là de l'avoir fait dans de bonnes conditions, c'est-à-dire de ne pas avoir de problèmes financiers au moment où j'ai arrêté de travailler. Et en plus, ça tombait avec la dernière année avant la maternelle de mes filles. Donc, c'était vraiment le bon moment. Et je me suis dit, bah voilà, ça ne sert à rien de faire ça si c'est pour reprendre dans 3 mois. Et en plus, ce que je sais aujourd'hui, c'est que si j'avais repris dans 3 mois, je ne me serais pas posé les mêmes questions et je serais retournée dans la même chose, en fait. Ce qui, à l'époque, n'était pas un problème pour moi. Et est-ce que ça a été un problème pour toi? Parce qu'on entend souvent ce problème-là. Alors, c'est un problème que rencontrent parfois les mamans qui ont eu une période d'arrêt forcé de par leur congé maternité et qui, à un moment donné, peinent à reprendre le marché du travail parce qu'elles sont là à vouloir consolider les relations qu'elles ont avec leurs filles, à les accompagner dans les premiers jours de leur scolarité, quelque part. Est-ce que toi, faire une pause pendant 6 mois, à un moment donné, tu t'es dit, mince, je suis en train de perdre le fil de ma vie professionnelle et ça se trouve, à un moment donné, je vais plus être dans le coup? Alors oui, en partie. Moi, j'ai déjà eu du mal à revenir de mon congé mat parce que quand j'étais en congé mat, j'ai pas arrêté de travailler parce que j'avais gardé contact avec le travail. J'accompagnais encore certaines personnes pendant cette période-là parce que c'était nécessaire au vu des circonstances. Mais toujours est-il que quand j'ai repris le travail, je sentais que j'étais quand même fatiguée. Donc ça a été un peu compliqué. Maintenant, comme tout le monde, il faut y aller, hein, même fatigué. Et en revanche, quand j'ai arrêté de travailler, je me suis rendu compte du bénéfice qu'il y avait à prendre du temps pour sa famille. Ça fait cliché, mais c'est vrai. Doucher soi-même ses enfants, ça paraît débile, mais franchement, c'est un luxe. Donc voilà, m'occuper de mes filles, c'était important pour moi. Et là, je me suis dit, il va falloir que je retrouve une activité où j'arrive à faire la part des choses. C'est-à-dire, bien sûr que je ne vais pas m'occuper autant de mes enfants que quand je travaille pas, mais il faut que j'arrive en tout cas à trouver le juste milieu. Et c'est clair que se pose la question de savoir, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais arriver à trouver un poste qui me permet cet équilibre-là, en sachant que oui, quand on commence un nouveau poste, bien entendu, il faut être pleinement investi. C'est des nouveaux challenges, quel que soit le nouveau poste. Et donc, c'est pas les meilleures circonstances pour être dans un équilibre vie pro, vie perso super adéquat. Donc, oui, c'est poser la question de savoir si en plus, si cette période durait trop longtemps, est-ce que j'allais pas être trop déconnectée pour arriver à reprendre un boulot en ayant cet équilibre-là. On va revenir justement sur cette reconversion pro. Avant ça, juste un retour encore une fois sur le passé. Bon, toi, la problématique de l'émancipation de la femme et de sa place dans la société n'a jamais trop été un sujet, puisqu'on comprend que dès lors que tu as quitté tes études, tu as directement pris ta place au sein d'une société et tu y es resté 14 ans. Néanmoins, quand on fait le choix à un moment d'arrêter, de s'occuper de sa famille et aussi de se reconvertir professionnellement, il y a probablement eu des discussions avec sa moitié pour savoir un petit peu si le choix était le bon choix. Comment est-ce qu'on est accompagné dans le choix de la reconversion professionnelle par sa moitié? En tout cas, toi, comment tu l'as vécu avec ton mari? Comment est-ce que ton mari quel regard est-ce qu'il a posé sur ce déclic que tu as eu il y a près d'1 an maintenant et qui a fait que tu allais devenir une nouvelle femme, entre guillemets? C'est important que tu poses la question parce que ce type de périodes ne peuvent être bien vécues que si elles sont comprises et si elles sont vécues à deux. S'arrêter de travailler du jour au lendemain, ça peut aussi créer un déséquilibre dans une vie familiale, surtout quand on est habitué à être 2 actifs.
il faut accepter que l'un soit au chômage, ne travaille plus, pendant que toi, tous les matins, tu vas travailler. Il faut accepter que, à côté de ça, la vie, en fait, elle garde un rythme qui est toujours le même, parce que les enfants peuvent pas se dire que papa, il travaille 24/24 et que maman, elle travaille plus du tout. Donc, à un moment, il faut qu'il y ait toujours cet équilibre-là pour la famille et puis pour le bien du couple. Parce que c'est là qu'on se rend compte que, tu parlais de genre, mais c'est là qu'on se rend compte que être femme au foyer, c'est pas juste une image, c'est d'une part la vie de tous les jours, c'est pas ne rien faire. C'est finalement être épuisé en fin de journée, alors qu'on s'est occupé de sa famille, mais on s'en occupe en fait 2 fois plus quand on est femme au foyer. On fait 2 fois plus de choses à la maison. On fait d'autres choses en dehors de la maison, même si c'est pas la vie professionnelle. Et en plus de ça, c'est péjoratif. Aujourd'hui, dans la société, même si on a des gens bienveillants autour de nous, quand on dit je ne travaille pas, je m'occupe de mes enfants, et en plus de ça, si une partie du temps les enfants sont à la crèche, bon bah alors là tu fais vraiment rien de tes journées en fait. Ouais. En fait, tu fais la sieste toute la journée sur ton canapé. Bon bah moi, cette période-là, en réalité, on va en reparler après, elle a duré 1 an. Je n'ai pas fait une sieste sur le canapé alors que j'aurais vraiment aimé le faire. Ouais. Donc il y a des choses bien sûr qui sont plus cool, mais clairement la vision de la société aujourd'hui sur les femmes qui font des pauses, et peut-être même les hommes, hein, je dis des femmes parce que moi j'en suis une, mais en tout cas sur les personnes qui font des pauses professionnelles comme ça, elle n'est pas la bonne. C'est pas la vision de la réalité, c'est pas ça la situation. La réalité, c'est qu'on fait d'autres choses, qu'on s'implique plus dans d'autres choses, et qu'en réalité, personne ne nous remercie pour ce qu'on fait, personne n'a de la considération pour ce qu'on fait, excepté quand on est dans un équilibre justement dans le couple, dans la vie familiale, quand on a réussi à établir cet équilibre-là. Et c'est quoi le conseil que tu donnerais pour réussir cet équilibre, pour le rendre possible? Je comprends qu'il y a de la communication évidemment, mais est-ce qu'il y a autre chose qui a fait que le fait de pouvoir réussir cette pause, de pouvoir profiter de sa famille, de pouvoir ensuite repartir pied au plancher sur une autre activité, c'est quoi le succès? Alors, moi, je dirais que quel que soit le conseil que moi je puisse donner, ou même d'autres, il faut partir du principe qu'en fait, ça va pas être un long fleuve tranquille, et que suivant le temps que va durer cette période, il va falloir faire des petites mises au point. Ok. Voilà. En fait, c'est pas naturel, je pense, dans un couple, de vivre ce type de période-là, que ce soit l'homme ou la femme au chômage, en fait, ou en arrêt de travail. C'est parce que ça peut être un arrêt de travail, il y a une maladie ou autre. Il faut arriver à faire des petites mises au point régulières, parce que forcément, celui qui va travailler va beaucoup se reposer sur celui qui travaille pas, et celui qui travaille pas va faire d'autres choses qui ne se verront pas par celui qui travaille. Enfin, en tout cas, de temps en temps, des mises au point. Parce que sur cette période-là, les vies seront très différentes, et donc il faut arriver à créer quelque chose de garder une vie commune, même si on est sur deux mindsets différents à cette période-là. Ok, super. On va revenir justement sur ce moment de la reconversion. J'ai bossé un petit peu, j'ai repris un petit peu le moment de ta candidature et à quel moment tu as fait le choix finalement de rejoindre cette école, une école de vente. Il s'est passé 4 mois entre le 14 avril où tu décides de remplir ce questionnaire pour candidater et le 24 août où tu finis par dire oui à Iconoclast pour rejoindre. Qu'est-ce qui se passe en 4 mois pour que le cycle de vente d'Alexandra Gagne au moment de cette reconversion professionnelle dure aussi longtemps? Je pense que Francis, déjà, il s'est dit que ça n'allait jamais se faire. Mais dis-toi que même avant ces 4 mois, moi, j'ai commencé à réfléchir à Icono sur janvier-février. Okay. En gros, voilà, ça faisait 6 mois que j'avais arrêté de travailler. J'ai regardé des offres d'emploi sur mon travail de responsable relations sociales. Je me suis dit, très Donc bien. La reconversion n'était pas le premier choix en fait, au départ. Ah non, pas du tout. Voilà, c'était juste la pause. L'objectif. Voilà. C'était pas du tout l'objectif. Mon mari m'avait dit, surtout t'hésites pas. C'est le moment ou jamais. Réfléchis à ce que tu veux faire par la suite. Moi, je lui ai dit, attends, c'est bon.
Oui, je vais réfléchir, mais je m'imaginais pas faire une totale reconversion parce qu'en fait, ce que je pouvais imaginer comme reconversion, les métiers qui jusqu'à présent pouvaient me plaire, c'était des métiers artisanaux. Et en fait, il y a un moment, il faut juste être conscient que moi, j'ai pas de talent pour ces choses-là. J'apprécie ces choses-là, mais j'apprécie que les autres le fassent. Moi, je ne sais pas le faire. Ok. Et je me voyais pas repartir dans 3 ans d'apprentissage pour apprendre à faire un métier artisanal. Le fameux rêve de boulanger, c'est ça? Alors, ça, c'était quand j'étais petite. Quand j'étais toute petite, je me disais, tiens, j'aimerais être boulangère. Bon, maintenant, je le mange, le pain. Mais oui, en tout cas, peut-être pas celui-ci, mais il y a d'autres métiers artisanaux que j'ai su apprécier avec le temps. Mais voilà, il y a un moment, il faut être conscient que d'une part, j'ai pas vraiment de talent, et de l'autre part, j'étais pas du tout prête à repartir pour des années d'études. Mais alors, c'est quoi les questions qu'on se pose? T'as eu peur? T'as eu quoi? Là, en fait, je me suis retrouvée un peu dans la merde, hein, si on peut dire, parce que je me suis dit, bah, tiens, ce métier-là, je sais le faire. Oui, les annonces, très bien. Je peux postuler, très bien. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas envie. Ah. Donc, une fois qu'on se rend compte que ce qu'on sait faire du mieux et ce pourquoi on travaille depuis des années et qui nous plaisait, bah, en fait, là, on se voit pas repartir pour 20 ans. Mais qu'on qu'on va sur ses 40, qu'on a quand même 2 gamines et qu'à un moment, ne pas travailler à ses limites, que le milieu associatif, sur certains métiers, peut te rémunérer, mais que, en l'occurrence, moi, je ne me voyais pas m'intégrer professionnellement dans le milieu associatif. Il a fallu en réfléchir. Et en fait, je me suis dit, il y a des choses que j'aime dans ce métier-là. J'ai envie de continuer à les faire. Donc, notamment la négociation, la relation aux gens, le contact, etc. Pas spécialement la partie recherche, conseil en droit du travail. Et j'ai la chance, en fait, j'ai eu la chance d'être connectée à Iconoclast. Parce que Arnaud, qui est le directeur de cette école, est aussi mon mari et donc exerce ce métier de business developer depuis des années. J'entends parler d'Iconoclast depuis des années. Je me disais depuis des années que c'était quelque chose de bien, mais je me suis jamais dit que c'était quelque chose de bien pour moi parce que j'étais pas du tout dans ce mindset-là. Et grâce à ça, j'écoutais aussi des podcasts. Vu que j'avais du temps, j'écoutais des podcasts sur plein de choses, dont des podcasts sur la vente. Et en fait, toute cette réflexion-là m'a amenée à juste me rendre compte que dans ce métier-là, il y avait plein de choses que je retrouvais de mon ancien métier. Il était possible de mettre à profit des compétences que je maîtrisais. Du coup, sur un autre métier. Que ce métier-là, il y avait du travail. Que ce métier-là, il était rémunérateur et qu'en plus, cette formation-là, en fait, c'était une formation en 3 mois. Et donc, en fait, plus j'avançais, plus je me disais, mais ça coche toutes les cases. Jusqu'à présent, je me suis toujours dit, tiens, j'adorerais conseiller cette école à une amie, mais autour de moi, il n'y avait pas la bonne personne qui cherchait du travail ou qui, en tout cas, avait envie de se reconvertir. Et puis en fait, je crois que la bonne personne, c'était moi. Je ne savais juste pas. Et un jour, je me suis dit, je vais quand même en parler à Arnaud. Je vais voir quel est son point de vue, qu'est-ce qu'il en pense. Et tu décides de candidater au mois d'avril. Exactement. Mais alors du coup, en 4 mois, entre le moment où tu formules le souhait de rejoindre cette école et le moment où tu finis par contractualiser avec cette école, il se passe encore 4 mois. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a encore des doutes quelque part. Bien sûr. C'est quoi les doutes? Est-ce que vraiment je suis prête à changer de vie? Est-ce que je suis prête aussi à changer de statut social? Est-ce que je prends le risque encore de ne pas travailler pendant 3 mois? Parce qu'en gros, l'idée, c'était soit au mois de septembre, je commence Iconoclast, soit je retourne sur le marché du travail réellement à chercher du travail en tant que responsable relations sociales ou juriste en droit du travail. C'était ça. En gros, jusqu'à ma signature de contrat, la question se posait, c'est est-ce que vraiment je tente cette reconversion ou est-ce que tout simplement, je retourne dans ce que je sais faire, mais 6 mois plus tard, du coup. Et qu'est-ce qui t'a le plus séduit dans la proposition de valeur? Est-ce que c'est le simplement en 3 mois? Est-ce que c'est
embauché ou rembauché avec la certitude justement à la suite de cette école de retrouver rapidement du travail et donc du coup de réduire le temps où tu as arrêté et le temps où tu vas reprendre? Est-ce que c'est le fait d'être directement associé à un nouveau métier où tu sais que tu vas faire beaucoup de pratiques? Quel est si tu devais m'en citer qu'une, cette valeur ajoutée qu'avait Iconoclast et qui t'a conduit à contractualiser? Alors, ce qui est difficile, c'est d'en citer qu'une parce que vraiment, je trouve que les trois, c'est vraiment le package gagnant, j'ai envie de te dire. C'est vraiment ce qui fait toute la valeur d'Icono. Mais si je dois en citer qu'une, c'est le côté pratique. D'accord. Se dire que là, j'intègre une formation où en fait, on ne me parle pas théorie à longueur de journée. Vraiment. Je vais apprendre un nouveau métier, je vais apprendre des nouvelles techniques. Et c'est ça qui me plaisait, de me dire qu'en fait, c'était un métier basé sur des techniques. Et donc, je me suis dit, moi, je suis capable d'apprendre des techniques. Donc, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Mais en plus de ça, on va pas juste me les apprendre, on va me faire les mettre en pratique. Je vais être obligée, à un moment, je vais sortir de ma zone de confort et je vais mettre en pratique ces méthodes qu'on m'aura apprises juste avant. Et ça, c'est énorme. Je connais pas aujourd'hui toutes les offres de formation, bien sûr, qu'il y a sur le marché, mais en tout cas, c'est exceptionnel de pouvoir faire ça aussi vite, parce que dès le départ, en fait, on est mis dans le bain. Et se dire que c'est condensé sur 3 mois, ça aussi, c'est quelque chose qu'on trouve rarement. On va revenir sur ta performance pendant ces 3 mois. Mais avant ça, je voudrais te rappeler une question que tu as posée dans ton formulaire et que tu nous racontes un peu comment est-ce que tu as vécu ces 3 mois de formation. Dans ton formulaire, tu dis pensez-vous qu'à 40 ans, après 14 ans d'expérience, l'intégration dans un collectif étudiant ne sera pas trop difficile? Aujourd'hui, tu as fini la formation. Il a creusé. Tu es rentré dans ce collectif étudiant, donc tu as vu des personnes qui étaient plus jeunes que toi, moins expérimentées. Comment une femme de ton expérience, avec ton âge et parce que tu as le statut aussi de maman, a vécu le fait d'être dans un collectif plus jeune? Bah, j'appréhendais. J'appréhendais pas parce que je me disais que je n'allais pas m'adapter. J'appréhendais parce que je me disais que les autres ne me connaissaient pas et que peut-être qu'ils auraient des préjugés, que ce serait un peu difficile pour eux de se dire qu'ils peuvent partager des choses avec moi s'ils étaient bien plus jeunes. Moi, je savais que j'avais dans mon équipe auparavant des gens plus jeunes que moi et donc je voyais ma capacité à pouvoir sans problème discuter et parler de choses et d'autres, même si je connais pas très bien certains artistes. Mais en fait, ça s'est super bien passé. Je saurais pas te dire comment c'est possible, vraiment. Il n'y a pas d'explication. Aujourd'hui, j'ai vécu 3 mois avec des gens qui avaient entre 18 et 46 ans. Et en fait, ça s'est pas ressenti. La première personne à qui j'ai parlé donc pour le topo, hein, on arrive le premier jour, il y a 45 personnes dans la salle, il y en a 15 en remote, on connaît personne, on s'assoit où on peut, vu qu'on connaît personne. Et moi, clairement, j'ai fait du communautarisme. Hein. J'ai vu 2 sacs de gonzesses, je me suis assise à côté des 2 sacs de gonzesses. Hein. Je sais pas, naturellement, je me suis dit au moins. On trouvera un sujet de discussion. Je ne savais pas qui elles étaient parce qu'il n'y avait que leur sac. Et à côté de moi, il y avait Léa. Léa, elle avait 18 ans. Et le premier jour, on se présente. Je ne vais pas dire exactement comment ça se passe pour garder la surprise pour les autres. Mais toujours est-il que l'exercice, je le fais avec Léa. Elle a 18 ans, moi j'en ai 40. On n'a pas du tout eu la même vie. Et ça matche très bien dès le départ et ça a matché pendant 3 mois. Et Léa, en fait, excepté le fait qu'à un moment, je me suis dit, tiens, je pourrais être sa mère. Bon, on y pense 30 secondes et après, on oublie. En fait, c'était une copine. Et elle m'a jamais, en tout cas, elle me l'a jamais montré. Elle s'est jamais comportée avec moi comme si j'étais une vieille peau. Donc, à un moment, ça se passe, c'est naturel. Aujourd'hui,
Des amis. Alors, bien sûr, ce n'est pas des amis d'une vie parce qu'on ne se connaît pas depuis 15 ans. Mais je ressors de cette promo avec des amis, avec des copains et avec des connaissances parce qu'on ne s'entend pas de la même manière avec tout le monde. Mais avec des relations fondées sur la bienveillance et avec des gens avec qui, aujourd'hui, je passe du bon temps. On parle pro, bien sûr, parce qu'on est soit à la recherche du boulot, soit en train de fêter des CDI. Mais on parle aussi d'autres choses. Et ça, en fait, l'âge, on s'en fout. Donc, c'est assez dingue. Ouais, c'est assez dingue, vraiment. Parce que je ne pensais pas que ça se ferait aussi facilement, aussi naturellement. Comme je dis, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, mais toujours est-il qu'en tout cas, l'âge n'a pas été un problème. Super. C'était plus une source de blague de temps en temps. Mais en tout cas, pas un problème. Ok. On rebascule du coup sur la pratique, puisque c'est un des éléments phares de la proposition de valeur qui t'a séduit. Est-ce que tu te souviens de ta performance en prospection, des chiffres qui ont été les tiens pendant 3 mois? Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu perçois aujourd'hui, avec un peu de recul, cette performance? Alors, première session de call. Franchement, j'en menais pas large. Donc session d'appel. Ouais, session d'appel. J'en menais pas large parce qu'on comprend tout de suite qu'on va appeler des vrais gens, des vraies sociétés. J'ai eu cette chance, moi. La première société qui est venue nous pitcher son produit, c'était une société qui s'adressait à des personnes qui travaillent en ressources humaines principalement. Donc c'était un avantage pour moi parce que pour moi c'était un public que je connaissais. C'est le milieu dans lequel j'ai évolué pendant toutes ces années. Donc déjà, je pense que j'étais un peu plus à l'aise que certains. Toujours est-il que tu fais jamais le malin quand tu dois appeler quelqu'un inconnu et en plus que tu dois lui pitcher un produit dont tu as entendu parler quelques heures avant, et que tu as envie de bien faire et que tu sais que à la clé, ce qu'il faut, c'est un rendez-vous. Bon. J'ai eu du bol, j'ai réussi à avoir un rendez-vous et franchement, sur ton premier appel. Ouais, alors en tout cas très vite. Peut-être même que c'était le premier appel, je sais plus exactement, mais en tout cas très vite, j'ai eu ce premier rendez-vous. J'en ai eu qu'un seul sur cette session de call, faut pas déconner non plus. Déjà j'en ai eu un, c'était le Graal. Mais ça met vachement plus en confiance, ça rassure, surtout quand on n'a jamais fait ça. Donc c'était le début. Et puis après, progressivement, il y a eu des sessions de call où j'ai pas eu de rendez-vous, bien entendu. Mais j'ai toujours essayé, en tout cas, de faire mon maximum pour maintenir un nombre minimum de rendez-vous par session. Et mon résultat, il est pas mal. Alors vas-y, dis-nous. Parce que je finis avec 37 rendez-vous sur 186 calls, quelque chose comme ça. Enfin, ça me fait un taux de 13%. Wow. Pour ceux qui savent pas, c'est pas mal. Bravo, on dirait pas comme ça, mais c'est pas mal. C'est top. Donc je suis assez contente, mais même, je crois que même s'il y avait eu moins, même si parce que la moyenne c'est quand même pas 13, hein, c'est moitié moins, je crois. Il faut être fier de soi quand on fait ça parce que c'est les bases de ce nouveau métier et quel que soit le nombre de rendez-vous, l'objectif, c'est justement d'arriver à avoir quelques rendez-vous, d'arriver à transformer ces appels. Et c'est une montée en compétences régulière, en fait. Et on est bientôt à la fin de ce podcast et on a envie de savoir ce qui a changé la formation pour toi. Alors évidemment, professionnellement, on imagine que ta vie va prendre un autre tournant. On peut aujourd'hui pas annoncer potentiellement que tu vas rejoindre une boîte, mais il y a une proposition d'embauche qui traîne en tout cas. On ne sait jamais, je vais peut-être reçu en direct, on va voir. J'attends quelque chose. Voilà, t'attends quelque chose. Bon, on va pas s'emballer, on va pas en parler trop vite. Pas encore. Bon, on va pas en parler trop vite, mais en tout cas, c'est dans les tuyaux. Qu'est-ce que ça a changé pour toi humainement? Est-ce que d'ailleurs ça a changé quelque chose? Et si ça a changé quelque chose, une chose principalement qui a permis cette formation, en tout cas qui a fait évoluer chez toi cette formation? Je ne sais pas si je vais réussir à dire une chose, mais moi j'ai le sentiment, pour m'être posé la question, toute seule dans mon coin, j'ai le sentiment d'être une meilleure personne aujourd'hui. Ah, c'est marrant ça.
Je pense que c'est dû d'une part à la période où je me suis arrêtée de travailler, où je me suis impliquée aussi dans le milieu associatif, mais pas que. Pas que parce que j'ai développé une ouverture d'esprit pendant cette période-là, que j'ai continué à enrichir avec Iconoclast, d'une part parce que, comme on le disait, on évolue pendant 3 mois avec des personnes qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas la même vie professionnelle, qui vivent pas forcément dans le même milieu. Enfin, en tout cas, il y a plein de choses. C'est très riche. Et donc, un collectif avec 45 personnes tous les jours pendant 3 mois, c'est quand même pas mal, plus les gens du staff. Et en plus de ça, quand on apprend un nouveau métier, quand on apprend de nouvelles compétences, qu'on voit des professionnels régulièrement, on avait des personnes qui intervenaient minimum 2 fois par semaine, qui venaient de l'extérieur. Enfin voilà, on s'enrichit de plein de choses et je pense qu'aujourd'hui, je suis sortie d'un milieu professionnel où je m'étais un peu enfermée, mais où je le vivais très bien. Je me suis ouverte à autre chose et ça m'a fait beaucoup de bien. Super, tu peux être fière de toi, je pense. Écoute, je suis fière de moi et ça s'est pas fait tout seul. Ça s'est fait aussi avec toutes les personnes qui m'ont accompagnée et ça... Là-dessus, on n'en a pas parlé, mais on peut en parler, hein, des coachs et de l'équipe d'Icono. Enfin, je ne dis pas ça parce que Arnaud, il fait partie du game, hein, mais je le vois aussi parce que je vois les autres Iconers, je vois ce qu'ils ont vécu et je vois à quel point ils sont reconnaissants. Il n'y a pas que ma vie qui a changé. Hein. Voilà. Et c'est grâce à ces gens qui nous ont accompagnés. Pour revenir sur ton parcours et pour terminer là-dessus, qu'est-ce que tu dirais à ces mamans qui ont bossé pendant un moment dans des boîtes et qui veulent faire autre chose, ou à ces mamans qui sont mères au foyer, qui travaillent dur pour faire que leur maison et leur famille vivent dans un environnement qui soit le meilleur pour elles, et qui ont le souhait à un moment donné de faire de la reconversion professionnelle, mais qui ont juste peur. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors, je leur dirais de bien réfléchir. Si elles pensent qu'elles ne sont pas capables, de se dire qu'en fait, tout le monde est capable de faire ce que j'ai fait. En réalité, une formation comme Iconoclast qui propose d'être formé en 3 mois avec un paiement différé tout ça avec de la mise en pratique qui est ouverte à toute personne motivée, en fait. Dès lors qu'on est motivé, à un moment, si elles ont envie, il faut y aller. Il faut y aller parce que si aujourd'hui tu aimes... si tu as le sens du relationnel, en fait, et que tu cherches justement à faire autre chose de ta vie, eh bien, business developer, c'est vraiment une opportunité de faire autre chose parce qu'il y a beaucoup d'entreprises très différentes qui vendent des choses très différentes. Que ce sont des compétences qu'on peut en plus utiliser dans différents métiers. Donc, c'est vraiment varié. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment s'informer sur le métier de commercial sur lesquels on peut avoir des préjugés. Il faut s'informer pour savoir en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça va mettre en pratique par rapport à ses propres soft skills, comme on dit. Et si on se sent capable, il faut y aller, en fait. Parce que c'est un métier où il y a du travail, c'est un métier rémunérateur si on se donne. Et des mamans qui s'occupent de leurs gamins ou de leur foyer, etc., je peux te dire qu'elles ont l'habitude de se donner, elles ont l'habitude de faire plus que ce qu'on leur demande. Donc, il n'y a pas de raison que sur un métier comme ça, elles n'y arrivent pas. Ok, merci beaucoup. On a pour habitude de clôturer ce podcast en trouvant avec toi le titre donné à cet épisode. Et cet épisode, il doit revenir un petit peu sur ce qu'on s'est dit. Quel titre tu donnerais à cet épisode, toi ? Comment est-ce que tu nommerais cet épisode ? C'est super dur. C'est la partie créative du podcast. Oh là là, créatif, je t'ai dit que j'avais pas de talent créatif. Quelque chose qui redéfinirait un peu ton parcours, ta personnalité, pour que les gens puissent directement s'y identifier. Ça peut être une métaphore, ça peut être un surnom. Je dirais, il est jamais trop tard. Ok, il est jamais trop tard. Appelons-le comme ça, alors ça marche. Merci Alexandra Gagne d'avoir été avec nous. Ça nous a fait super plaisir. Steve. Et merci pour ces confessions. Ouais.